pour que vous sachiez, voilà, pour que vous sachiez que cette conférence en fait est enregistrée. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, éteindre votre caméra si vous ne voulez pas apparaître à l'écran. Et elle est enregistrée parce qu'après, on la mettra en replay sur notre page web avec les contacts, les références, les supports de PowerPoint, etc. Vous pouvez poser des questions à travers le chat, avec le petit outil là, du chat. Et chaque intervenante, en fait, gérera les questions de l'autre et elles seront posées en fin de partie de chacune. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Et puis, je nous souhaite une très bonne conférence. Donc voilà, Caroline, à toi la main et à tout de suite. Voilà. Alors, je vois toujours ton écran, Julie. Je pense que si je commence à partager mon écran, ça va peut-être partir. Voilà, c'est bon. Très bien. Mais écoutez, bonsoir et bienvenue à tous dans cette conférence sur le stress et l'orientation. Si ça ne vous dérange pas de mettre la caméra, n'hésitez pas, hein, parce que c'est toujours plus sympa de se voir, d'échanger du regard, même si c'est à travers l'ordinateur ou la tablette. Donc, l'intitulé de ma partie, c'est « Stress, comprendre et accompagner nos adolescents ». Voilà. En ce qui concerne les adolescents, j'ai écrit qu'un adolescent, d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est un jeune entre 10 et 19 ans. Pour ma présentation, ce sera plutôt 12-18 ans. D'accord ? Donc, moi, je m'appelle Caroline Combel, je suis thérapeute spécialiste du stress et du trauma. C'est en quelque sorte une thérapie à la fois psychologique et corporelle. Et je suis aussi parent d'élèves de 2 adolescents au lycée de Madrid, une au collège et un au lycée. J'ai participé au printemps 2021 en tant qu'intervenante extérieure à une initiative des professeurs du lycée, les Semaines du bien-être. Donc, je suis intervenue dans 24 classes en seconde, première et terminale. Ah, j'ai un petit problème là, voilà. Et donc, je suis intervenue auprès des élèves, auprès des lycéens pour les sensibiliser aux problèmes du stress, leur faire faire quelques petits exercices d'initiation à la gestion du stress. Et j'ai également discuté, fourni des informations, des mini-formations aux enseignants et au personnel de vie scolaire impliqués dans les semaines du bien-être. Alors, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait un surplus de stress qui était fortement répandu parmi les mais également parmi les enseignants et les encadrants. Suite à cela, j'ai fait un rapport, une présentation et une proposition d'un programme de prévention globale pour l'année suivante que j'ai présenté à la direction. Voilà pour la petite présentation initiale. Ce que je vous propose, comme je suis thérapeute du stress, c'est de prendre quelques secondes ensemble pour vraiment atterrir dans cet espace où on va partager ensemble sur le stress et l'orientation. Donc, je vous propose de sentir vos pieds sur le sol, de sentir les points d'appui avec le siège, avec les supports, de regarder autour de vous, de repérer où vous vous situez dans l'espace par rapport à l'écran que vous regardez. Et pourquoi pas s'étirer, trouver un petit peu de mouvement dans le corps, ne pas être rigide. Et puis, pendant quelques instants, vous pouvez sentir votre respiration. Alors, c'est plus facile de la sentir en mettant les mains sur soi-même, que ce soit au niveau de la poitrine, des côtes ou du ventre. Prendre un petit moment, les yeux ouverts ou fermés, pour sentir l'inspiration qui permet de remplir
les poumons. Et l'expiration qui calme et qui apaise. Voilà, et n'hésitez pas à bouger et à vous mettre le plus à l'aise possible pour pouvoir profiter de cette présentation. Alors, j'ai deux parties. La première partie, c'est le stress chez l'adolescent, son contexte, ses caractéristiques. Une deuxième partie sur comment accompagner l'adolescent au mieux. Donc d'abord, qu'est-ce que le stress? De façon assez simple, pour ne pas rentrer dans tous les détails, le stress, c'est avant tout un ressenti de tension ou de pression interne. Et le stress, il n'a pas simplement une dimension psychologique, il a aussi une dimension physiologique. On n'en a pas forcément toujours conscience. Cette dimension est très importante. En fait, le stress, il se manifeste dans le système nerveux. Et notre système nerveux, il est à l'origine de tout le fonctionnement, non seulement de notre cerveau, mais de tout notre corps. Le système nerveux comprend le cerveau, mais aussi l'ensemble des nerfs qui se connectent aux organes, aux muscles et à l'ensemble du corps. Alors, il existe des moments de stress ponctuels et il existe un stress chronique qui peut s'installer et durer. C'est celui-là qui va avoir plus d'impact sur la santé mentale et la santé physique. Alors, le stress, on en a tous eu dans notre vie, on en a tous. Bien dosé, le stress est moteur pour avancer, pour avoir de la motivation, pour avancer dans ses projets, pour avoir envie de faire des choses et de déployer de l'énergie pour faire ces choses. Le problème du stress, c'est quand il est trop important ou qu'il s'inscrit trop dans la durée. Et là, on va parler de surstress et ça va devenir contre-productif. On va peut-être ressentir de l'énervement ou au contraire, se sentir paralysé. Et là, je vais vous proposer un petit sondage pour parler en fait du stress du côté des parents. Donc, c'est un sondage, ça prendra 10 minutes pour le réaliser. Il y a 5 questions et donc je vous propose de prendre le temps d'y répondre. La dernière question, il y aura plusieurs choix possibles. Donc, n'hésitez pas à sélectionner plusieurs options. C'est parti. Je vous laisse une minute. Vous pouvez prendre un peu de temps si vous le voulez. Je ne vais pas vous stresser pour le sondage. Voilà, ça. Je vois que vous êtes en train de valider vos réponses. On a 18 personnes sur 56. C'est complètement anonyme, hein, donc je ne sais pas. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes et je serai amenée à fermer le sondage. Tant qu'il y a des réponses qui arrivent, je les laisse arriver. Voilà. Donc là, je vais arrêter et on va regarder ensemble les résultats. Donc, sur le ressenti du stress. Sur le ressenti du stress, donc, vous sentez-vous débordé? 60% disent parfois, 38% disent souvent.
Connaissez-vous au moins un signe corporel de stress? Oui, à 93%. Connaissez-vous des techniques de gestion du stress? Oui, à 78%. D'accord, intéressant. La relation avec votre ado vous apporte-t-elle du stress? Souvent à 40%, parfois à 58%. Et dans quel domaine? La communication 60, la façon de travailler 60, le temps passé devant les écrans 70, donc c'est le plus important. Et ensuite, on a les notes et l'orientation. D'accord. Bon, c'est une bonne indication. Je pense que c'est intéressant pour moi et pour tout le monde dans cette réunion. Je vais donc continuer la présentation. Alors, je reviens un peu en arrière pour être sûre voilà, que je n'ai rien oublié. Maintenant qu'on a fait cette petite introduction, on va voir un petit peu quel est le contexte de l'adolescence. L'adolescence, c'est une période de grands changements, avec de nouveaux besoins, de nouvelles contraintes par rapport aux résultats scolaires et de nombreuses incertitudes. D'accord? J'ai dessiné sur le côté ces éléments comme la recherche identitaire, le changement corporel. J'ai mon micro qui s'est mis en mute. Donc, je reviens. Donc, les changements corporels, la recherche d'identité, l'intégration sociale, un besoin d'autonomie, mais aussi une pression scolaire et des inconnus quant à l'orientation. Donc, tous ces changements et tous ces inconnus, ce sont des choses qui apportent potentiellement du stress et de plus en plus de stress à l'adolescent. Ce sont les changements, mais aussi la nécessité de s'y adapter, l'inquiétude de l'avenir, qui sont une source de stress pour l'ado, mais aussi pour ses parents, en particulier au niveau du lycée. D'accord? Alors maintenant, le cerveau de l'adolescent. C'est important de souligner comment ça se passe dans le cerveau d'un adolescent, puisque le cerveau de l'adolescent n'est pas encore complètement fini, formé comme à l'âge adulte. Le cerveau et le système nerveux sont encore en cours de formation, en particulier la partie du cortex préfrontal qui s'occupe des décisions et de la régulation. Donc, il y a une certaine immaturité, même s'ils sont peut-être grands physiquement et qu'ils ont un besoin d'autonomie, leur cerveau n'est pas complètement formé. Ça va leur donner une plus grande sensibilité au stress, un système nerveux qui est plus sensible, moins de rationalité et plus de réactivité émotionnelle. Ça, peut-être, ça parle à beaucoup de parents d'adolescents. Une attractivité pour la gratification immédiate. C'est pour ça que les ados vont aimer la vitesse ou certaines choses qui procurent du plaisir très rapidement sans faire trop d'efforts. Et donc, le système nerveux qui n'est pas encore arrivé à maturation complètement a moins d'aptitude à l'autorégulation. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement du cerveau et du système nerveux, parlons des niveaux de stress. En fait, le ressenti de stress d'un être humain correspond à tous les stress. Ce n'est pas simplement le stress scolaire, il y a le stress par rapport aux relations amicales, dans la famille, au niveau de la santé, dans absolument tous les domaines. Donc, le ressenti de stress correspond à l'accumulation de tous les stress pour nous, les adultes, et également pour les adolescents. Par contre, ce ressenti est propre à chacun. Dans une même classe, dans les mêmes conditions, les niveaux de stress des élèves vont être différents. Ça, c'est important de bien saisir que le fait que le stress est un ressenti, c'est un ressenti individuel par rapport à des conditions données. Alors, le niveau de stress d'un adolescent va dépendre de sa sensibilité et de son histoire personnelle, ce qui s'est passé dans sa vie depuis sa naissance, de son contexte familial et de son entourage, quels sont les éléments qui peuvent l'aider
à gérer ses niveaux de stress, c'est plutôt les éléments qui en rajoutent. Et puis sa conscience à lui en tant qu'ado, sa conscience d'avoir de temps en temps ou souvent du stress et sa capacité à le gérer, ce stress. Donc des différences au sein d'une même classe ou d'un même groupe d'âge dans le ressenti du stress. Donc l'adolescent lui-même, je viens de le dire, il n'a pas forcément conscience de son stress et il peut interpréter certaines humeurs, certaines choses qui se passent en lui comme un élément de sa personnalité ou alors un peu comme une fatalité. Et puis les signes de surstress chez l'adolescent sont parfois difficiles à détecter pour les adultes. En fait, certains signes dissimulent le stress nerveux. Et puis d'autres signes, on les interprète parfois comme des comportements liés à l'adolescence. Hein. On ne voit pas forcément qu'il y a une dimension de stress qui est importante. Donc là, je vais regarder avec vous les signes de stress qui ne sont pas toujours faciles à déchiffrer, importants, justement pour pouvoir repérer quand votre adolescent est en stress. Alors, il y a des exemples comportementaux. Il y a des élèves, des lycéens qui, lorsqu'ils sont trop stressés, quand ils sont vraiment dans un surplus de stress, ils vont commencer à se replier sur eux-mêmes, à ne pas vouloir communiquer, hein, que ce soit en classe ou au sein de la famille. Il y en a d'autres qui vont être aussi dans une stratégie d'évitement social, donc on n'a pas envie d'être avec du monde autour de soi. Il y en a d'autres qui vont réagir différemment et qui vont être plutôt dans l'agitation, l'énervement ou même l'agressivité. Là aussi, ce sont des symptômes d'un système nerveux qui est stressé. On a un autre point qui est important à souligner, ce sont les compulsions et les addictions. Donc, en fait, derrière les addictions, hein, que ce soit aux substances illicites, à l'alcool, à la nourriture, à certaines activités sportives ou autres, il y a toujours une dimension de stress derrière ces comportements addictifs. Il y a des exemples de signes physiologiques. Le fait d'avoir peut-être un mal de ventre qui revient souvent ou dans les moments de stress, des douleurs au niveau de la tête, des migraines, des douleurs lombaires. On peut avoir des troubles du sommeil. Alors ça, justement, j'ai vu pas mal de cas comme ça avec les lycéens l'année dernière, des difficultés à l'endormissement ou des réveils en pleine nuit. On peut aussi, en cas de stress, se sentir très fatigué. Au niveau psychologique, on peut avoir une expression du stress qui ne va pas être de l'agressivité ou de l'agitation, mais plutôt de l'abattement. Une grande tristesse, une perte de confiance, par exemple. On peut avoir, de l'autre côté, des crises de panique, de l'anxiété, de l'inquiétude. Et aligné avec l'agressivité de tout à l'heure, on peut avoir une colère qui ne passe pas et des fixations mentales sur certains sujets ou sur certaines personnes. Et enfin, mon dernier point, les signes. Alors, au niveau de la scolarité, un signe de stress, ça va être par exemple la sous-performance aux évaluations. Un élève qui a suffisamment travaillé, qui au moment de l'examen va être tellement stressé que finalement, il va perdre partiellement ou complètement ses moyens. C'est-à-dire qu'il va mal lire la question ou alors il va avoir un peu le trou, hein, dans la tête, une difficulté à y voir clair et à pouvoir articuler sa pensée. On peut aussi voir un surinvestissement affectif, hein, des élèves qui vont pleurer s'ils n'ont pas la note qu'ils souhaitaient ou qui vont pleurer à la sortie d'une évaluation parce qu'il y a énormément de stress et d'investissement affectif derrière. Alors, ce qui est moins connu et qui est très, très intéressant, c'est de savoir que beaucoup d'élèves vont arriver à une attitude de passivité, de détachement
rapport à leur scolarité à cause du stress. C'est-à-dire que pendant une certaine période, ils ont vraiment senti le stress et ça a été trop pour eux. Donc, pour se protéger, ils ont décidé d'aller dans une attitude beaucoup plus passive, détachée et éviter finalement tout ce qui a rapport aux évaluations, aux notes et les discussions autour de cela. Donc ça, c'est des signes qui ne sont pas évidents à déchiffrer. On pense que l'élève ou le lycéen se fiche de ses études et bien souvent, c'est parce qu'il a connu un stress trop important dans le passé. Alors, les impacts du surstress, du surplus de stress chez l'adolescent, ils sont multiples, on vient de le voir ensemble à travers les signes. Les impacts vont aller sur la scolarité et les résultats, sur la socialisation et le comportement, la capacité à communiquer et à engager dans de la collaboration, des impacts émotionnels au niveau psychologique et des impacts sur la santé, puisqu'on peut avoir de multiples douleurs, on peut somatiser et bien sûr, si on tombe dans des comportements compulsifs ou addictifs, il va y avoir potentiellement des impacts importants sur la santé de l'adolescent. Alors, un petit sondage, c'est le deuxième et le dernier de mon côté, c'est pour vous interroger sur ce que vous pensez du stress de votre adolescent. Alors, peut-être qu'il faut choisir, si vous avez plusieurs adolescents, il faut en choisir un pour répondre. Je vais chercher le petit sondage. Voilà, et je vais vous donner à nouveau 1 minute 30 à peu près. C'est parti. Donc, 5 questions à nouveau. Voilà, je vois que vous commencez à répondre. On a 56 participants. 5 ont répondu complètement. Encore quelques secondes. 45 ont répondu, 46. Allez, 5 secondes et j'arrête le petit sondage. Voilà. Donc, on arrête et je partage les résultats avec vous. Donc, votre ado vous paraît-il stressé? Donc, on a une réponse parfois à 57% et souvent à 34%. Votre ado paraît-il savoir gérer son stress? Parfois à 55% et à 26% et souvent à 19%. Donc, c'est vrai que la réponse jamais interpelle un petit peu et donne envie de leur donner des clés pour savoir gérer leur stress. Alors, les sources du stress de votre ado, je vais essayer de le classer. Alors, la première source, 87%, les évaluations et les notes. Ensuite, à égalité, les horaires, la scolarité, la pression des adultes. D'accord. Très proche, le futur et l'orientation à 40%, les amitiés ou les relations. Et en dernier, l'intégration dans la classe. Donc, on voit bien à travers ce sondage, que les sources de stress d'un adolescent sont multiples. On ne les a pas toutes listées d'ailleurs. Et c'est intéressant. Quatrième question, vous sentez-vous capable d'aider votre ado à gérer son stress, parfois à 77% et souvent à 21%. Donc, j'imagine qu'il y a une petite demande pour avoir des outils
pour l'aider à gérer son stress. Dernière question, pensez-vous que votre ado serait intéressé pour apprendre des techniques? Oui, à 62% et je ne sais pas à 36%. Écoutez, merci beaucoup. Super, c'est très intéressant et je trouve que c'est chouette aussi qu'on partage ça ensemble. On va continuer la présentation. Les questions donc, seront à la fin de la présentation et on pourra discuter ensemble. Alors, la situation des ados, pas simplement au LFM, hein, partout en Europe et dans le monde, malheureusement, c'est une situation qui empire, en particulier dans les sociétés modernes, comme en Espagne ou en France, par exemple. Ces sociétés ne sont plus supportives de la santé du système nerveux et elles ont tendance à générer de plus en plus de stress. Donc là, cette phrase, elle nécessiterait une présentation à elle toute seule pour que je puisse expliquer à quel point nos sociétés ne sont plus supportives de la santé de notre système nerveux, mais Et il s'avère que la a été un amplificateur du phénomène, ça a été une source de stress supplémentaire pour tout le monde et un vrai révélateur de l'épidémie de stress et de burn-out, que ce soit pour les adultes ou pour les adolescents. Alors, les services pédopsychiatriques, hein, malheureusement, je connais plusieurs personnes qui travaillent dans ces structures, sont submergées, en France en particulier et en Espagne également, avec des enfants et des adolescents qui sont en attente, qui ont besoin d'être pris en charge et qui ne peuvent pas être pris en charge. Il y a une vraie prise de conscience politique hein, aussi, puisqu'il y a de nombreux pays où il y a des mesures qui ont été mises en place pour faciliter un suivi psychologique dans l'ensemble de la population des enfants et des adolescents. Alors l'UNICEF, qui est l'organisme des Nations Unies qui s'occupe de l'enfance, a tiré la sonnette d'alarme. Ils ont fait un exceptionnel en octobre, donc il y a 3 mois, et des recommandations, et je vous invite à le lire, ce rapport, et qui alerte sur les problèmes de stress et de santé mentale chez les adolescents. Donc là, j'ai un petit extrait hein, qui dit qu'en Europe, 19% des garçons entre 15 et 19 ans ont des troubles mentaux, 16% pour les filles. Et on a quand même 9 millions d'ados en Europe qui vivent avec des troubles mentaux, sachant que derrière les troubles mentaux, en général, on a de l'anxiété, du stress et de la dépression. D'accord ? Donc, ce sont des facteurs très importants pour le développement de problèmes de santé mentale. Donc, il est temps d'agir. Et c'est pour ça que je vais vous présenter cette deuxième partie sur le stress de l'adolescent et l'accompagner au mieux. Alors, cette partie elle va être assez brève. Hein. Il faudrait développer chaque élément ensemble à travers des séances dédiées, mais j'espère que ça va vous donner un bon aperçu des choses. Alors, du côté des adolescents, c'est important de leur apporter théorie et pratique sur le stress. D'abord, comprendre le fonctionnement du stress. Il y a tout un fonctionnement hein, psychologique, physiologique, et on peut l'expliquer de façon simple et l'apprendre, l'enseigner aux adolescents et même aux enfants. On doit aussi leur apprendre à reconnaître leur stress, apprendre à se connecter à son corps, à sa physiologie, quand le stress est en train de monter avant que ce stress soit trop important. On va également leur transmettre des connaissances théoriques et pratiques pour gérer les moments de stress aigus, comme par exemple au moment d'une évaluation. Enfin, leur apprendre à réguler leur système nerveux, c'est-à-dire leur niveau de stress de base, pour ne pas avoir un stress chronique trop prononcé. En fait, tout ça, c'est l'apprentissage de ce qu'on appelle l'autorégulation. D'accord ? L'autorégulation, c'est la capacité de chaque être humain à gérer, moduler à la fois son stress, ses émotions et garder un certain équilibre psychologique et physiologique. Avec des enfants et des adolescents qui apprennent dès leur enfance et leur adolescence l'autorégulation, on a la garantie qu'ils auront les outils pour avoir un vécu équilibré en tant qu'adulte.
Donc, en fait, ce genre de choses, je le propose à travers des séances individuelles ou de groupe. Et j'ai travaillé partiellement là-dessus au cours des semaines du bien-être avec les lycéens de première et terminale. Alors, du côté des adultes référents, donc quand je parle d'adultes référents, je parle des parents, des encadrants, par exemple la vie scolaire, hein, on pourrait prendre ça comme exemple, et des enseignants. Alors, c'est important que les adultes autour de l'adolescent sachent réguler leur propre niveau de stress. On verra un peu plus tard pourquoi. Je pense que c'est aussi important pour les parents de savoir détecter les signes de stress chez leur ado. Ils ne sont pas toujours évidents, hein, comme on a vu tout à l'heure. Et plus on va détecter le stress tôt, plus on va être à même de le réguler et d'éviter qu'il monte en flèche. C'est important également que les adultes sachent comment accompagner les moments de stress, comment se positionner, quels conseils donner, quelle attitude avoir pendant les moments de stress. Et également avoir une vision plus globale. Quelles sont les activités, les ressources, les conditions qui vont aider l'ado à être équilibré, à réguler son système nerveux, à réguler son niveau de stress au quotidien. Le dernier point, c'est éventuellement identifier un besoin thérapeutique. Comme je l'ai suggéré tout à l'heure en parlant du rapport de l'UNICEF, si on a un besoin thérapeutique, des blessures de l'enfance ou des blessures plus récentes qui n'ont pas été soignées dans un cadre thérapeutique, ça va accentuer, ça va exacerber le stress de l'adolescent et les moments de stress de l'adolescent. Donc tout cet apprentissage du côté des adultes, ça peut aussi se faire à travers des séances individuelles ou des séances de groupe. Alors pourquoi c'est important que les adultes apprennent également à modérer leur stress, à gérer leurs moments de stress? C'est important parce que il y a ce qu'on appelle le principe en neurosciences. C'est quoi le principe de résonance? Le fait que les systèmes nerveux communiquent et se copient de neuron à neuron. Alors, avant qu'on aille un peu plus loin, je pense que vous l'avez déjà senti, quand vous êtes près de quelqu'un d'énervé, de stressé, hein, naturellement, sans même trop s'en rendre compte, on va se sentir aussi un peu stressé. Si on est à côté d'une personne très calme, très présente, très régulée, ça va nous aider nous-mêmes à nous calmer. Donc en fait, scientifiquement, il y a une vraie explication. Les neurones se copient d'une personne à l'autre. Et donc, au-delà des mots et des intentions, le stress est contagieux. Contagieux d'une personne à l'autre. Et il est au sein d'un groupe, hein, au sein d'un groupe classe, par exemple. Voilà. Donc c'est important parce que c'est pas. On parle beaucoup de contagieux en ce moment, mais le stress est contagieux de façon très, très palpable. Et il faut savoir qu'il est d'autant plus contagieux qu'il y a un lien d'autorité entre les personnes ou un lien affectif. Donc, le stress d'un encadrant, d'un enseignant, d'un supérieur va avoir plus d'impact sur les personnes qui lui rapportent. Également, si on a un lien affectif avec la personne qui a du stress, notre système nerveux va être plus impacté par le stress de la personne. Donc, vous me voyez venir, d'où l'importance pour les encadrants d'adolescents et pour les parents de réguler leur propre niveau de stress. Alors, oui, voilà, le stage calme aussi, donc ça, c'est la bonne nouvelle, hein. Si on travaille sur sa régulation, ça amène aussi beaucoup de régulation autour de nous. Alors, je parle de prévention du surstress. Parce qu'en fait, il est beaucoup plus difficile, beaucoup plus long de réduire le niveau de stress d'un ado une fois qu'il est installé, plutôt que de le prévenir. Donc, c'est toujours pareil, mieux vaut prévenir que guérir, et c'est encore plus vrai pour le stress et pour tous les déséquilibres émotionnels qu'on peut ressentir.
Alors, il y a des ados, là, au lycée, qui ne sont pas encore en surstress, mais qui pourraient l'être dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Donc, ça prouve bien que tout le monde est concerné. Et le surstress est contagieux entre ados, hein, ça on l'a vu aussi l'année dernière au sein de certains groupes. Et donc, il mérite une stratégie de prévention globale, une nécessité de prévenir auprès des encadrants, des enseignants, de l'ensemble des adolescents et des élèves et au niveau des parents. C'est vrai que je prends souvent l'exemple des campagnes de prévention contre l'usage de la drogue. Et en fait, j'aime bien le parallèle parce qu'en fait, on fait ces campagnes de prévention. Au final, il y a pas beaucoup d'élèves qui vont utiliser de la drogue, mais on fait une stratégie de prévention globale pour sensibiliser, pour éduquer, pour prévenir. Alors, le surstress, pas tous les élèves vont tomber en surstress dans leur scolarité, heureusement, mais on ne peut pas savoir à l'avance qui, à un moment donné, va craquer, entre guillemets, va avoir trop de stress, hein. Ça peut être en seconde, ça peut être en terminale, ça peut être au cours des études supérieures. Et l'année dernière, j'ai vu parmi les terminales en particulier, de très bons élèves, mais qui étaient tellement sur stress qu'ils étaient, le jour du bac, ne travaillaient plus, tout simplement. Ils s'étaient désengagés de leur travail. Alors, quelques détails, on approche de la fin de la présentation, je vous rassure sur la longueur. Je vais vous donner quelques détails, même si je ne peux pas aller dans tous les détails. Quand un médecin est en SAMU, la première chose à faire en tant qu'enseignant, adulte, parent, c'est de s'autoréguler. C'est-à-dire, c'est exactement comme le masque à oxygène dans l'avion, hein. On prend d'abord le masque à oxygène avant de le mettre sur l'enfant. Donc, au niveau du stress, c'est pareil. On prend quelques secondes pour sentir les pieds sur le sol, se poser, s'ancrer finalement dans le moment et trouver un certain calme. Et pendant le moment de stress de notre adolescent, on va le plus possible maintenir une connexion avec notre voix et possiblement avec notre regard. Ce sont des choses qui, au niveau du système nerveux, vont énormément aider l'adolescent. Ensuite, on peut dérouler quelques petites étapes. Alors, j'ai plusieurs exercices, mais c'en est un. On invite l'ado à sentir ses pieds sur le sol, ses fesses sur le siège. On lui demande de se mettre à l'aise. Ce qui marche très bien aussi, c'est le fait de se toucher, donc de mettre les mains sur la tête, de se prendre dans les bras. Et puis, on peut garder les yeux ouverts, fermer les yeux et se connecter à ce qu'on appelle une ressource, donc un souvenir, une image, ou tout simplement sentir sa respiration, quelque chose qui nous fait du bien et nous inspire un sentiment de calme et de sécurité. Et puis, on va aider notre adolescent à suivre les signes de son stress, qui peut-être pendant un certain temps continue d'augmenter, puis au bout d'un moment, naturellement diminue. Donc ça, c'est un exemple d'exercice et ce n'est pas simplement de la théorie, c'est de la pratique. C'est important de le mettre en pratique encore et encore. Alors, une autre explication sur les ressources, parce que ça me paraît vraiment particulièrement important que vous le sachiez dès ce soir, hein, les parents qui sont connectés. On parle en thérapie de ressources, et là, je les ai appelées les ressources anti-stress. En fait, ce sont toutes les choses, les moments, les pratiques, les activités qui vont aider l'être humain, l'adolescent en l'occurrence, à aller vers plus de calme et de régulation. Donc, en fait, je les ai classées en 4 grandes familles. Alors, la première famille, et c'est la plus importante, c'est la communication et la socialisation. D'accord ? Biologiquement, physiologiquement, notre système nerveux est construit d'une telle façon que si on utilise notre voix, si on entend la voix d'un autre être humain, à condition bien sûr que ces échanges soient bienveillants, soient positifs, ça va apaiser le système nerveux. Donc, utiliser la voix
le regard, parler, échanger, avoir un sentiment de partage, hein, même si on ne parle pas, avoir le sentiment d'être en train de partager une activité, un moment, un sentiment de compréhension entre deux personnes, de connexion, des moments d'amitié. Et on peut même étendre cela à la nature et aux animaux. Donc ça, c'est la première catégorie. Justement, dans les semaines du bien-être, on avait pris des exemples et il y a une classe qui m'avait proposé comme exemple le fait d'échanger des regards au début d'une évaluation. Une évaluation, on n'a pas le droit de parler, et en fait, on échange des regards avec les copains et ça provoque un apaisement du système nerveux et une diminution du stress, le simple fait de regarder le visage des autres et d'échanger des regards. Donc, première ressource très importante, communication, socialisation, échange, partage, c'est le plus important. La deuxième, alors là, vraiment, c'est très bref, hein, ce que je vous dis, il faudrait développer et pratiquer. La deuxième catégorie, ce sont les activités physiques. Notre système nerveux a besoin d'être en mouvement. Donc, ça peut être du sport, ça peut aussi être une activité physique comme marcher, se déplacer pour aller d'un point à un autre et, si possible, en ayant une certaine conscience corporelle. Si on est en train de ruminer tous nos soucis en marchant, on ne va pas bénéficier autant des effets de ce mouvement et de cet exercice physique. Donc ça, c'est une famille d'activités très importante, le fait de bouger, d'utiliser son corps et d'en avoir conscience. Troisième famille, c'est tout ce qui est déplacement plein air. Le plein air est exceptionnel pour le système nerveux. Et puis, toutes les activités qui impliquent une orientation dans l'espace. Donc là aussi, ça peut être du sport, de la balade, une activité artistique, théâtrale. À partir du moment où on se déplace, on regarde autour de soi, ça va aussi aider le système nerveux à se sentir en sécurité et à aller vers l'apaisement. Et enfin, toutes les activités, les moments qui vont procurer à l'adolescent une vraie satisfaction, du bien-être. Donc, ça peut être une activité manuelle que l'adolescent apprécie, ça peut être le simple fait de prendre une douche, un bain, d'écouter de la musique, tout ce qui lui fait du bien et qui lui permet de se ressourcer. Donc, l'utilisation de ressources pour modérer, moduler le stress, c'est très, très, très important. Donc, ça aussi, on peut l'aborder en individuel ou en groupe. Et pour presque conclure, ce n'est pas ma dernière diapo, mais presque. Je vais passer la main à Patricia dans quelques secondes. Mais d'un point de vue du système nerveux, je veux donc insister, rappeler que l'ado ressent notre stress. Donc, c'est vraiment important de moduler notre stress en tant qu'adulte. L'ado ressent aussi nos attentes. C'est important de savoir que la parole, le verbe, n'ont finalement pas beaucoup de valeur par rapport au ressenti de notre système nerveux. Et les adolescents sont forcément en lien avec leurs parents et sont capables de sentir plein de choses qui ne sont pas formulées et eux n'en ont pas forcément conscience d'ailleurs. Et enfin, par rapport à l'orientation dont va vous parler Patricia et qui va développer tous ces thèmes, l'ado peut être amené à faire de faux choix pour se libérer du stress associé à ce choix. S'il a trop de stress, à la limite, il préfère choisir pour être débarrassé, soit de son propre stress, soit du stress qu'il ressent chez ses parents. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour ma présentation. Moi, en tant que thérapeute, ce que je propose, en fait, c'est des séances individuelles ou en petits groupes et adaptées aux besoins de chacun. Donc, des séances de sensibilisation et de prévention au stress avec un contenu légèrement différent, bien sûr, pour les encadrants, pour les parents et pour les ados. Des séances de régulation du stress qui permettent d'apprendre à réguler son système nerveux et à le faire de façon beaucoup plus facile et naturelle soi-même au quotidien. Et puis, je suis thérapeute, donc je propose aussi une thérapie du stress individuelle et une thérapie du trauma
En fait, ça s'apparente énormément à ce que vous connaissez en termes de psychothérapie, mais ça intègre la dimension biologique, le corps, hein. Donc, c'est de la thérapie psychocorporelle. Voilà, vous avez mes coordonnées en dessous, mon téléphone, mon adresse email et je vous remercie tous pour votre attention et je vais prendre quelques questions avant de passer la main définitivement à Patricia, ma collègue. Oui, alors on n'a pas de questions là sur le chat, mais du coup, n'hésitez pas à prendre la parole, vous désactivez votre micro et vous posez les questions à Caroline. Tout à fait. Je vous laisse quelques instants pour peut-être un peu digérer, hein, parce que je suis allée un petit peu vite et puis il y avait beaucoup d'informations. Donc, quelques secondes pour digérer et voir si vous avez une question qui émerge ou qui peut-être émergera après avoir assisté aussi à la présentation de Patricia. Éventuellement, je ne sais pas s'il y a des points qui vous intéressent, qui n'ont peut-être pas été abordés aujourd'hui par Caroline. Apparemment, j'ai l'impression que voilà, on a des remerciements. Donc, je viens de mettre la présentation de Caroline sur notre page, hein, comme je vous disais, et puis je suivrai après avec celle de Patricia. Bon, bah, il n'y a que des remerciements, hein. Donc, on fait le transfert et puis on reprendra de toute façon les questions à la fin de l'intervention de Patricia. J'aurais une petite question, excusez-moi, Oui. Caroline. En fait, on parle de la prévention du stress. Je pense que c'est vraiment dans la théorie, c'est effectivement ce qu'on souhaite tous. Après, il y a la volonté aussi de l'enfant de pouvoir participer à des sessions ou justement à comprendre que c'est un processus important pour l'aider à justement rentrer dans cette phase d'autorégulation. Enfin, moi, j'ai un enfant encore très, très jeune et je sais que c'est difficile de l'encourager à faire ce genre de session parce qu'en fait, je vois qu'effectivement, et c'est bien aussi dans un certain sens, les enfants n'identifient pas leur état comme un état de stress. Et je pense qu'effectivement, ils ne voient pas vraiment comme vous disiez, il y a une partie pratique qui est très, très importante chez eux, parce qu'en fait, la théorie, ça ne les intéresse pas du tout. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment sentir ce bien-être arriver très, très vite, etc. Et moi, je pense que c'est assez difficile, en tout cas pour moi, d'essayer d'encourager dans ce sens-là, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait une compréhension du fait que cette prévention est vraiment importante pour eux, donc de les engager dans des thérapies ou bien dans justement, voilà, quelle est la conscientisation, enfin à quel niveau on doit conscientiser les enfants de l'importance de cela et comment surtout les sensibiliser pour leur dire, bah, génial, il est encore temps, parlons-en. Et j'imagine qu'avec le temps, ça doit se compliquer encore plus parce que la mienne est encore très jeune. Je pense que quand on arrive sur des enfants de 15 ans, 16 ans, c'est encore plus difficile de les encourager à participer effectivement à soit des thérapies ou même à échanger sur le thème pour pouvoir voilà, rentrer dans une phase d'autorégulation. Oui. Comment vous le gérez ça? Enfin, vous avez le contact avec les adolescents, donc vous le sentez sûrement. Oui. Alors, c'est vrai que Ah, je crois que tu es bloqué. Je vois qu'elle avait des petits problèmes de réseau. On n'a pas entendu, Caroline. ouais. C'est vrai que la théorie peut leur paraître un peu rébarbative. Donc, quand je travaille avec les ados, il y a une partie théorique, mais il y a beaucoup de pratique pour vraiment sentir qu'ils sentent pendant les séances les bénéfices qu'ils ont déjà pendant la séance elle-même. Ensuite, c'est vrai qu'en tant que parent d'adolescents, je suis bien placée pour savoir qu'on ne peut pas imposer les choses. Donc je pense que c'est une chance, en effet, que les professionnels aillent, dans les structures où il y a des adolescents. Donc aillent faire des sensibilisations, des initiations à la gestion du stress dans les établissements. Puisque dans ce cadre-là, bah, du coup,
l'ado, il ne va pas pousser ou forcer par ses parents. Ça fait partie d'une intervention au sein de l'établissement. On pourrait imaginer des interventions dans d'autres structures que les établissements scolaires, mais c'est une façon d'aller à eux, en fait, parce que c'est beaucoup plus difficile, comme vous le suggérez, pour un ado d'aller pousser la porte d'un thérapeute du stress et commencer à demander peut-être de l'aide ou des tuyaux. Donc, en termes de prévention, je pense que c'est important de travailler avec les structures qui existent et qui accueillent déjà des adolescents. Parce qu'en fait, les adolescents qui vont être le plus sensibilisés au problème du stress, c'est des adolescents qui ont déjà trop de stress, donc qui ont des symptômes médicaux, physiques et mentaux. Et donc, eux, ils sont arrivés à un tel stade que oui, ils ont la motivation, ils ont l'envie de recevoir du support, de s'y intéresser. Mais quand on est avec une dose de stress qui, pour l'instant, est gérable, on n'a pas forcément envie d'aller voir un spécialiste. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille vers eux et qu'on les convainque par l'expérience, en fait, par le bien-être qu'ils vont ressentir dans les séances. Et est-ce qu'au sein de l'école, on arrive à justement, parce que je pense qu'il y a un travail chez les parents, mais comme vous le disiez, les tuteurs de ces enfants, ils sont, et les zones d'influence sont un petit peu autour d'eux aussi dans le sein de l'école. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas implémenter justement un système où je pense qu'on peut identifier ou on peut essayer de proposer des sessions. Alors, je sais qu'encore une fois, en parlant d'adolescents, si on propose des sessions de groupe, ça ne va forcément pas se faire parce que je pense que les adolescents répondent sûrement mieux dans des groupes très restreints ou bien individuellement. Mais oui, est-ce qu'au sein de l'école, il n'y a pas justement un programme, si on sait que c'est aujourd'hui un mal existant, est-ce qu'il n'y a pas une initiative pour la part de l'école de justement essayer d'aider les adolescents à aller vers ces formes d'aide, en fait? Alors, je sais que le lycée a mis en place quelques heures optionnelles, je pense, présentées par la psychologue du lycée relatives au stress et à l'organisation et à ce que l'organisation peut générer comme stress. Mais c'était un petit peu, comment dire, voilà, c'est optionnel. Moi, personnellement, depuis que je suis intervenue dans les semaines du bien-être, j'ai vraiment senti un besoin d'avoir un programme de prévention qui impacte tout le monde dans l'établissement, les encadrants, les enseignants et les ados, et qui soit donc intégré au sein des heures et de la structure de l'établissement, sachant que c'est pas non plus des heures et des heures. Comment dire, une sensibilisation, c'est l'équivalent de 2 heures par an, que ce soit pour les ados ou pour les enseignants, c'est 2 heures par année scolaire. Donc ça, c'est en discussion avec l'établissement. Ils ont été intéressés par mes propositions, très intéressés, mais je pense qu'ils ne sont pas encore au stade vraiment de prendre cette décision. J'espère que ça viendra parce que, comme vous le suggérez, le fait de passer par l'établissement, ça nous permet en fait de toucher tous les adolescents et de faire un vrai programme de prévention. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le stress, sous différentes formes, est à l'origine de la consommation de drogue en particulier. Donc finalement, c'est vraiment au cœur de toutes les problématiques qu'on peut trouver dans un établissement. Je reprends la main, Caroline, une seconde. Audrey, vous êtes maman au lycée français à Madrid? À Saint-Ex. À Saint-Ex. Mais du coup, de lycéens ou de collégiens? Non, de collégiens. Collégiens, d'accord. Et justement, à Saint-Ex, vous avez la chance, entre guillemets, d'être une structure un peu plus petite sur lesquelles, pour tout l'établissement de Saint-Ex, il va pouvoir se faire des actions qui vont être coordonnées avec toutes les classes. Ce qui se passe au lycée de Madrid, à Condé, au lycée même, on a, de mémoire, je crois qu'on a 900 étudiants. Donc, proposer des choses, c'est un petit peu toujours le mur sur lequel auquel on se frappe, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus choisir des groupes pour faire des interventions. Quand on fait des programmes, il faut que tout le monde puisse en bénéficier. Et c'est vrai qu'au niveau des emplois du temps, c'est un casse-tête.
Donc, je pense que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, communiqué avec l'école, avec Caroline et avec Patricia. Et ce n'est pas un manque de volonté du tout, en fait, hein, c'est vraiment type organisationnel. Et là, on arrive dans le deuxième semestre et on est sur les Parcoursup, sur l'orientation, sur des conférences à droite à gauche, plus les projets, etc. Alors, il y a aussi les heures de, ce n'est pas les heures de vie de classe, mais je ne sais plus comment, les APP, enfin, je sais plus, où il y a des heures quand même où, normalement, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que le jeune aussi sache qu'il y a des personnes relais et des personnes de confiance dans l'établissement. Et parfois, ça va être un surveillant, parfois, ça va être son prof, parfois, ça ne va pas forcément être son prof principal, mais un prof qu'il aime bien, etc. Et ils avaient fait l'année dernière une expérience en laissant, d'ailleurs, c'était à Saint-Ex, en laissant, entre guillemets, des professeurs vaguer un peu dans l'établissement à n'importe quelle heure, pour que les élèves ne les voient pas que sur le temps académique, mais qu'ils puissent les voir au moment de la pause déjeuner, à la récréation, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on appuie. C'est-à-dire que effectivement, même si on reste dans le lycée, le jeune ne va pas forcément aller taper la porte de la psy pour dire bah voilà, je ne me sens pas bien, etc. Il faut vraiment venir vers eux. Et là-dessus, les personnels de vie scolaire demandent de la formation. Et bon, voilà, tout ça, c'est des choses qui prennent du temps, mais ils en sont vraiment conscients. Mais il faut dire aux jeunes, je ne sais pas de quelle manière il faut le dire, mais il faut leur dire qu'ils, de toute façon, ils n'hésitent pas à aller parler à n'importe quel adulte de l'établissement. Et les professeurs principaux, normalement, sont dans ces heures-là, ils sont là pour ça, pour être à l'écoute. Donc, voilà, ce n'est pas l'idéal, mais c'est tellement grand. Et après, il y a la problématique de la formation au stress, en fait. C'est pour ça qu'en fait, Ouais. pour moi, au niveau d'un établissement scolaire, et je ne vise pas le LFM en particulier, à n'importe quel établissement en France ou ailleurs, je pense que si on fait une vraie prévention du stress, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, obligatoire et qui est faite auprès de tous les personnels encadrants et auprès des ados, puisqu'on ne peut pas enseigner des techniques et le fonctionnement du stress aux ados si leurs encadrants eux-mêmes n'ont pas été formés. Et à ma connaissance, dans les semaines du bien-être, en parlant et en échangeant avec les profs, ils ne sont pas formés à la problématique du stress, qui a une dimension physiologique très forte, en fait, et liée au système nerveux. Mais pour finir de répondre à votre question, Audrey, par rapport au fait de partager en groupe, etc., ce qu'on compte mettre en place avec Patricia, c'est des groupes en dehors du lycée. À partir du moment où ça ne se passe pas au lycée, on peut mettre en place des groupes en dehors du lycée, et on peut mettre en place des groupes même par affinité. On peut imaginer des ados qui vont entre amis. On met en place différents horaires et des groupes de personnes qui ont confiance les unes envers les autres, qui viennent à une séance de régulation du stress. Donc, il faut pour les ados, il faut faciliter les choses. On est obligé de s'adapter pour surmonter les résistances, parce que c'est vraiment l'âge de la résistance. Absolument. Moi, je voudrais juste rajouter une petite chose parce que je pratique beaucoup les adolescents, donc je parle sous le contrôle de Caroline. Je pense que ce qu'on peut faire quand même quand on est parent, c'est leur faire contacter ce que Caroline a très bien présenté, c'est leurs ressources, ce qui leur fait du bien, leur écologie personnelle, leur faire prendre conscience que quand ils vont courir hyper vite autour de je sais pas quoi, ça les calme, que quand ils font de la musique ou de la danse ou qu'ils vont s'investir dans le dessin, tout d'un coup les choses se calment. Ça, c'est assez concret. Ça ne règle pas tout le reste reste valide, mais ça, c'est des petites choses dont très jeunes, on peut leur faire conscience, parce que moi, souvent, évidemment, j'ai aussi des ados stressés, et le premier truc, c'est d'essayer de repérer justement où sont leurs ressources et qui sentent que ça leur fait du bien. Et leur faire continuer l'utilisation des ressources, même en période d'orientation ou d'examen, parce ils ont tendance naturellement à dire j'ai plus le temps d'aller au sport parce que je révise, mais en fait, ils vont pas être efficaces, ils vont gagner en stress et ça va être du temps perdu en fait. Il vaut mieux aller utiliser une ressource pendant 1 heure et après être efficace. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je pense que je vais laisser la main à Patricia, et on pourra éventuellement revenir. Quitte à ce que tu répondes après s'il y a d'autres questions, globalement. Ça marche. Merci à tous et à toi, Patricia. Merci, Caroline.
mon écran. Ok, ça va, vous m'entendez? C'est bon. Donc, maintenant, on va parler d'orientation, ce qui est une belle façon d'illustrer un bon moment de stress pour nos adolescents. C'est pour ça qu'on a souhaité lier un peu les deux sujets. Alors moi, comme l'a dit Julie, je suis coach et je suis spécifiquement formée sur les jeunes. Je suis coach référent pour le programme qui s'appelle Soft Skills and Employability de Dauphine, hein, qui a un campus à Madrid dans les locaux Carlos III sur les licences 1 et 2. Bon, c'est une reconversion professionnelle, je fais ça depuis 6 ans et je suis maman de Lisa, qui est une ancienne élève du lycée français et qui étudie à Londres. Donc, la problème de l'orientation, je l'ai traversée il n'y a pas très, très longtemps. Je fais ce métier pour ce qui m'anime vraiment, c'est qu'ils deviennent auteurs de leur vie, mes jeunes, c'est-à-dire qu'ils comprennent que c'est leur histoire, que c'est leur problème, qu'il faut qu'ils prennent les rênes de l'histoire et pas qu'ils laissent faire tout le système qu'ils ont autour d'eux, sur lequel on va revenir tout de suite. Voilà. Alors, de quoi on parle quand on parle d'orientation? En fait, on parle de choix. On parle des choix qu'ils doivent faire maintenant, dès la seconde, c'est-à-dire enfin, même dès la fin de la troisième, il faut commencer à s'y pencher, c'est-à-dire le choix des 3 spé qu'ils doivent faire en première, faire en première, et ensuite le choix de celles qui vont abandonner et garder, et sur le choix des études post-bac. Donc, c'est tout ça ce que j'appelle l'orientation dans ma présentation. Alors, c'est effectivement un bon sujet de stress et d'illustration de stress. Et donc, j'aimerais, avant de commencer la présentation, que vous vous reconnectiez, vous, quand vous avez dû, parce que forcément, vous avez en son temps pensé à votre orientation. J'aimerais que vous me... Est-ce que je vais arriver à lancer le... Ouais. Que vous me disiez comment vous avez vécu, reconnectez-vous 2 minutes à ce moment d'orientation. Est-ce que c'était très stressant, assez stressant, un peu stressant ou très cool dans votre famille? Donc, je lance le sondage. Alors, je lance le sondage. Pourquoi j'ai le tien, Caroline? Tout en haut, Patricia, tu dois pouvoir sélectionner. Tu veux que je le lance? Oui, je veux bien. Ok. Voilà, c'est bon? Voilà, c'est bon. Mais ça s'appelle questionnaire 1, on ne lui avait pas donné de titre. Ok, donc il y a 28 personnes qui ont répondu. Donc j'entends qu'effectivement c'était un moment. On s'arrête là, attends, parce que sinon, c'est bon? J'arrête? Je ne sais pas, ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de répondre encore? On a perdu un petit peu de gens par rapport à tout à l'heure, on a un petit peu moins de participants. Ouais, donc là il y a la moitié des gens. Bon, bah, je comprends que il y avait quand même du stress, hein. C'était pas très cool. Il y a peu de très cool, 17% très cool, donc c'était un moment un peu compliqué. Donc vous aussi vous êtes passé par là. Ok, et on lance le second. Alors, tout de suite. Et j'arrive. Donc, le deuxième. Voilà. C'est bon, vous voyez? Finalement, quand vous regardez aujourd'hui,
vous pensez que votre orientation vous a permis de trouver un métier que vous aimiez, aurait pu être mieux si vous avez été mieux écouté, n'a pas été la bonne, mais vous en êtes sorti, ou ne vous a pas permis de vous épanouir dans votre vie professionnelle? Ok, bah super. Globalement, la moitié des personnes qui ont... Attends, parce qu'il y a encore des gens Ouais, qui il y a sont en encore train des de répondre. réponses. On va aller au bout de la minute, là, il reste 10 secondes, et puis après, je partage. Ok, là, c'est bon. Les résultats sont définitifs. Vous les voyez? Oui, ouais, très bien. Donc, pour la moitié des gens, bonne orientation, puisque vous avez trouvé un métier que vous aimez. Bon, 26% qui sont sortis quand même. Et il y a assez peu de personnes, finalement, qui ne se sont pas épanouies dans votre vie professionnelle. Donc, on se dit que même s'il y avait du stress à ce moment-là, globalement, les gens qui assistent à cette conférence sont plutôt bien sortis. Donc, vous s'accrochez à ça, se dire que bah, finalement, ça se passe pas si mal et on y arrive quand même, malgré un petit passage un peu compliqué. Merci. Alors, je vais essayer de revenir à ma présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Là, vous voyez quelque chose? Là, non. Non. Non? Ah, donc, j'ai perdu le partage, en fait. C'est vrai qu'Audrey, qui est intervenue tout à l'heure, disait, là, elle est en train de dire peut-être qu'on a oublié qu'on était stressé. C'est possible aussi. Ah ouais. Là, vous voyez mon écran? Oui. Ok, je vais essayer de mettre le grand. Voilà. Ok, donc on a fait nos 2 sondages. Donc effectivement, c'est vrai que pour faire la boucle avec ce qu'a raconté Caroline, le choix de l'orientation, c'est un moment qui est très très générateur de stress. Et derrière ce stress, il y a en fait beaucoup de peurs qui se traduisent très différemment selon les jeunes. Il y a de la peur qui est une espèce d'angoisse profonde de ne pas y arriver, de ne pas bien choisir. Il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont en colère et qui se mettent carrément en boule en disant « moi, je ne veux pas travailler là-dessus ». Il y en a qui sont frustrés parce qu'on leur demande de faire un exercice alors qu'ils n'ont pas envie de le faire, qu'ils ont d'autres choses à faire. Il y en a qui ont même du dégoût, il y en a qui sont dans l'évitement, comme a expliqué Caroline. Et en fait, globalement, c'est quand même un moment un peu compliqué avec beaucoup de stress. Pourquoi? Parce qu'en fait, on leur demande de faire des choix. Même vous, si vous vous connectez à des moments où vous devez faire des choix importants dans votre vie, l'idée de faire un choix, c'est quelque chose qui est très stressant dans la vie. Et c'est d'autant plus stressant en ce qui concerne l'orientation qu'il y a presque trop de choix, il y a presque trop de possibilités, il y a presque cette injonction d'obligation d'être libre, de faire le bon choix. D'être responsable du développement qu'on va avoir. Et du coup, c'est presque trop. Il y a beaucoup de possibilités. Pour un cerveau d'adolescent, comme disait Caroline, qui n'est pas du tout fini et qui le sera à 25 ans. Donc, c'est vrai que c'est une histoire qui est assez compliquée. D'autant qu'il y a beaucoup de facteurs. Donc, je pense, Caroline, on a évoqué certains qui sont des facteurs très nourrissants de ce stress dans ces années, surtout bon, pour ceux qui ont des petits, profitez-en, mais de la seconde à la terminale, c'est vrai qu'il y a une pression qui s'accumule et qui s'accumule. Le premier facteur de stress, c'est le choix des filières entre la troisième et la seconde, parce que c'est nouveau, on ne sait pas trop bien mesurer les enjeux. Est-ce qu'on abandonne les maths? Est-ce qu'on ne les abandonne pas? Est-ce qu'on privilégie le dossier en n'ayant pas les maths ou pas? Quel est l'impact sur la suite, sur les filières, etc. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a un autre facteur qui joue dans tous les choix qu'on doit faire, que les jeunes doivent faire, c'est qu'effectivement, ils ont beaucoup d'infos inconscientes dans le cerveau.
de la loyauté par rapport à leurs parents, le fait de ne pas décevoir. Moi, je les fais travailler beaucoup sur le génogramme des métiers. On se rend compte des espèces de contrats qu'il y a dans les familles, c'est-à-dire tous les garçons sont ingénieurs. Donc, voilà, il y a une espèce de contrat qui est je dois être ingénieur ou je dois reprendre l'activité familiale, etc. Tout le monde a fait scientifique. Donc, moi, je ne veux pas décevoir mes parents. Donc, ça, c'est un truc qui est vraiment super fort. Il y a le stress de ne pas y arriver. On reparlera tout à l'heure de la peur de l'échec. C'est vrai que dans le système dans lequel ils évoluent, l'échec n'est pas quelque chose, ni dans nos sociétés, d'ailleurs notre culture française en particulier, le stress n'est pas quelque chose, l'échec n'est pas quelque chose qu'on assume assez facilement, donc ils ont peur de se tromper, ils ont peur de tomber. Il y a aussi, ce que je n'ai pas mis là, l'effet de la fratrie, c'est-à-dire que moi l'autre jour j'avais une jeune fille qui était la petite dernière et elle me dit, les autres ils ont fait des études hyper brillantes, je ne veux pas qu'on dise que je suis la bouleuse de la famille. Donc ça c'est une information qui est extrêmement stressante pour cette jeune fille-là et pour nos jeunes. Ensuite, il y a beaucoup effectivement d'opinions extérieures et d'influences qui viennent de l'extérieur, dites ou non dites, comme expliquait très bien Caroline. Il y a la famille, effectivement, qui va donner son opinion, il y a les profs, il y a leur jugement, il y a tout ce qu'ils ont dans leurs activités extrascolaires parfois. Il y a les amis, les pairs, qui sont très importants. Leur environnement social est très important. Et parfois, les amis ont plus de poids que les parents. C'est-à-dire, moi, ma copine, elle m'a dit que pour faire le dossier pour Sciences Po, il fallait mettre ça, il fallait le rendre à telle date, etc. Et donc, c'est parole de vérité. Et donc, ça vient rajouter, en fait, une espèce de brouhaha et de stress dans leur parcours, dans leur propre parcours. Ensuite, il y a dans le choix des études post-bac, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de possibilités. C'est vrai que moi, si je me mets, je ne sais pas quel âge vous avez, à 40 ans, 50 ans, je pense qu'on avait moins de possibles, que les choses étaient peut-être plus limitées. Déjà, moi, personnellement, j'étais dans un entourage français. Je me suis jamais dit, tiens, je vais aller faire les études à l'étranger, etc. C'est vrai que nos jeunes aujourd'hui qui sont expatriés, etc., ils ont une ouverture des possibles qui est extrêmement importante. Ma fille étudie à Londres. Beaucoup de ses amis étudient en Suisse, au Canada, etc. Du coup, ça fait beaucoup de possibilités, beaucoup d'informations. Et une recherche qui est parfois difficile parce qu'Internet, c'est génial, mais du coup, trop d'informations tue l'information. Donc ça, c'est une grosse source de stress. Et ensuite, le dernier point, c'est que ce projet de choix d'orientation, surtout pour les études post-bac, c'est un projet de vie. Et moi, si j'ai un premier conseil à vous donner comme parent, bien considérer ça, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un choix d'études et d'enseignement, c'est aussi un projet de vie. Est-ce que mon fils, ma fille, et puis surtout comme on habite à l'étranger, est prêt à être autonome, est prêt à faire sa lessive, à faire ses courses, est prêt à vivre dans un pays étranger, est-ce qu'il a besoin d'être plus cadré ou pas cadré, est-ce qu'il a besoin d'autonomie? C'est des questions qui sont des questions de vie profondes qu'il faut se poser, au-delà de savoir s'il va faire une école qui est brillante ou par exemple la prépa. La prépa qui est un tremplin dans les écoles françaises intéressant. Tous les enfants, les jeunes ne sont pas armés, je dirais, pour faire une prépa. Il faut qu'ils soient capables de résister à la pression psychologique, même s'ils ont le niveau d'intellect. C'est un peu compétitif. Parfois, ils sont dans un appartement, donc il faut qu'ils se débrouillent tout seuls, etc. Donc tout ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et tout au long de cette période, il y a, comme on le disait tout à l'heure, les dossiers à constituer. Donc, pour les écoles, on sait que les dossiers parfois remontent jusqu'à la seconde, les notes, les évaluations des profs. Il y a le bac ensuite à passer, le français, certaines épreuves du bac ensuite. Et tout ça, effectivement, explique vraiment que cette période est ultra stressante.
Du coup, nous, parents, qu'est-ce qu'on fait dans ce bazar? Donc, l'intention, en fait, sur la suite de la présentation, c'est vraiment d'essayer de vous donner des trucs, des idées qui, peut-être, comme parents, vont vous permettre de gérer ce moment de stress et de faire avancer votre enfant, sachant que je ne vous donne absolument pas une leçon de parentalité. Je sais que tout le contexte est très compliqué. Mais en fait, c'est quand même l'idée, si j'arrive à la fin à ce que vous ayez dit, tiens, je vais essayer ça ou ça, je ne l'ai pas testé, etc., et ben, je serai contente. Alors, on est parents dans un monde dont finalement, on ne connaît pas grand-chose. Et pourtant, on a un rôle absolument fondamental pour nos enfants, par rapport à l'orientation de nos enfants. Il y a des études qui sont faites qui disent que 80% des jeunes, évidemment, leur premier partenaire de réflexion sur leur orientation, ce sont leurs parents. Parce que c'est les premiers témoins de ce qu'ils sont depuis l'enfance, hein, et leurs meilleurs partenaires, à un moment où, comme dirait Ruffo, il rejette ses parents en même temps qu'il recherche ses parents en même temps qu'il les rejette. C'est-à-dire que la création de la communication n'est pas toujours facile. Donc, c'est vrai que du coup, quand on est parent, on ne sait pas trop comment les prendre, comment on s'y met, comment on fait. L'autre chose qui est importante, c'est qu'on doit les guider dans un monde qui est un peu plus incertain. Je pense que vous avez entendu parler du nouveau monde VICA, où ce qui est prégnant, c'est volatilité, incertitude, ambiguïté, complexité. C'est un monde qui change rapidement, dont on n'a pas toutes les clés. Je pense que le monde, il y a 20, 30 ans, était beaucoup plus prédictible. Et du coup, les métiers qu'on voyait étaient beaucoup plus clairs. Aujourd'hui, ça impacte en fait notre vision du monde du travail, parce qu'on ne sait pas trop ce qui les attend, nos petits jeunes, dans ce monde-là. Du coup, c'est difficile de guider quand on ne voit pas très bien vers où. Et c'est vrai que les études disent que 85% des jobs de 2030 n'existent pas aujourd'hui, ou n'existent pas dans la forme dans laquelle ils sont aujourd'hui. Que les générations qui arrivent, elles vont devoir travailler beaucoup plus longtemps, donc réinventer plusieurs fois leur vie et leur vie professionnelle à fortiori, que 40% des actifs seront des travailleurs indépendants, des freelances, et surtout que ils subiront pas forcément, mais vivront 13 changements professionnels en moyenne. Donc ça veut dire que quand on parle d'orientation, c'est pas forcément orientation vers un métier, mais c'est une direction qu'on va essayer de leur faire prendre, sachant qu'elle pourra avoir ensuite plein de ramifications et de rebondissements dans leur vie professionnelle. Moi, j'ai fait 2 ou 3 reconversions, 13, c'est énormément, donc ça veut dire que c'est autre chose qui sera important dans leur vie. Et cette autre chose, en fait, c'est la connaissance qu'ils auront d'eux-mêmes et de leur capacité à justement savoir rebondir. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les soft skills par rapport aux hard skills. Ça sera plus important de se connaître soi et de connaître ses soft skills, son savoir-être, que ça l'est déjà d'ailleurs, que d'être fort en mathématiques. Et voilà, donc pour moi, les mots qui sont clés, c'est se connaître soi-même, être flexible, adaptable, savoir rebondir, savoir réagir face à l'échec, continuer à apprendre en permanence dans un monde qui change, et le co, qui est quelque chose que je travaille énormément avec mes étudiants à Dauphine, la collaboration, la co-création, la coordination. Et si les jeunes sont capables de travailler ensemble et d'être très généreux dans ce qu'ils donnent à l'autre, dans l'effet miroir, dans la co-construction, etc. Donc, on voit que ce qui est important, et nous, là on connaît nos jeunes sur leurs compétences personnelles. Là, on peut vraiment beaucoup les aider. Du coup, pour moi, le rôle des parents dans l'orientation, c'est plutôt de les accompagner dans le voyage lui-même que dans la destination, parce que la destination, elle est finalement assez compliquée à définir. Donc, c'est se dire, je vais leur faire une première étape, et je veux que cette première étape, elle soit
plaisante, elle soit motivée, elle soit… et moi, c'est ce qui m'anime dans mon métier de coach, c'est qu'ils arrivent en gros jusqu'à la vie professionnelle en se connectant à qui ils sont, à ce qu'ils ont vraiment envie de faire et à ce qui les motive vraiment. Ce qu'on dit pour faire des choix, c'est qu'il faut contacter ses désirs, parce que c'est bien, on peut faire des listes de plus et de moins, mais en même temps, ça ne nous aide pas beaucoup à avancer. C'est qu'il y a un moment, il y a un côté intuitif qui est de se connecter à vraiment ce dont on a envie et ne pas avoir peur de l'échec, parce qu'effectivement, la peur de l'échec paralyse. Donc, si on veut les aider dans ce chemin, que ce chemin soit agréable, moi, ce que je vous propose, c'est de les aider à activer ce qu'on appelle en coaching, c'est un modèle d'un monsieur qui s'appelle Aviat Ghoz, activer leur modèle d'excellence, c'est-à-dire essayer de les faire se connecter à leurs talents, à ce qu'ils aiment, à là où ils sont forts, à ce qu'ils ont envie de faire, envie d'aller, etc., qui est bien au-delà de juste est-ce que tu es fort en maths, est-ce que tu es bon en français, qu'est-ce qui t'intéresse, où est-ce que tu es bon, et ça englobe en fait leur vie de manière générale. Ça peut être, je suis très fort en sport, je suis très bon pour motiver une équipe, je sais très bien m'organiser, pas seulement pour faire mes devoirs, mais pour monter un événement. Donc, c'est vraiment regarder son enfant de manière globale. Et vous avez la chance de pouvoir le regarder depuis qu'il est jeune, parce que parfois l'adolescence, par effet de mimétisme, parce que les choses se compliquent, etc., ils perdent un peu la connexion avec les talents qu'ils avaient enfants. Je cite toujours cet exemple de ce client que j'avais qui cherchait donc son orientation professionnelle. Et il s'est reconnecté à quand il était petit, il faisait des choses avec ses mains. Il construisait des maisons pour des animaux, etc., avec ses mains. Il aimait bien quand c'était minutieux et bien fait, etc. Et donc, on a identifié que la partie manuelle et minutieuse était un truc qu'il aimait bien. Et aujourd'hui, il est en train de finir ses études de dentaire, parce qu'effectivement, donc il y a eu d'autres choses qui nous ont amenés à dentaire, mais c'est vrai que qui se reconnecte à cette chose du manuel, qui n'était pas forcément quelque chose qu'il voyait à l'école, ça a été très important pour lui. Donc, regardez-le depuis qu'il est petit. Pour cela, je vous propose quelques idées je ne sais pas si on peut appeler ça des exercices à faire, parce que vous allez me dire, voilà, on a dit ça, les passions, les talents, machin, mais comment est-ce que je fais ça? Un exercice qui est très intéressant, c'est de les faire travailler sur des réussites. Vous les faites travailler sur 2-3 réussites qui vous racontent leurs réussites, qu'est-ce qu'ils avaient à surmonter, comment ils s'y sont pris, quel a été le résultat, etc. Et vous travaillez sur quels sont les talents, qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour arriver à réussir, qu'est-ce qui était difficile et qu'est-ce que tu as démontré, quel talent tu as activé, qu'est-ce que ça dit de toi en termes de force, aussi de valeurs, parce que nos valeurs sont quelque chose, c'est un sacré moteur pour avancer positivement sur notre chemin de la vie. Et donc, essayer sur plusieurs réussites comme ça de leur permettre de trouver leurs talents, les valeurs, ce qui les anime, etc. Donc ça, c'est plus pour les forces, pour ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît pas, etc. Il y a le Merlin Exercise. Si vous êtes en entreprise, vous avez peut-être déjà fait ça, qui est si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais? Je rêve, je ne me pose pas les questions de faisabilité, etc. Je serais où? Je ferais quoi? Je voyagerais, je découvrirais des pays étrangers, j'aiderais des gens qui sont plus pauvres que moi. Et quand on les fait rêver, ils sont capables de se mettre en mouvement sur des choses vraiment qui les animent. Et du coup, nous, on apprend sur un peu quelle est cette première direction qu'il faut qu'ils prennent. Et il y a aussi un exercice qui est intéressant qui est le « j'aime pas, mais j'aime », c'est-à-dire souvent, ils sont assez aptes à nous dire ce qu'ils n'aiment pas. J'aime pas tout ce qui est scientifique, moi c'est hors de question, ingénieur, je sais pas, etc. Je veux pas faire ça, nanana. Ok, face à chaque j'aime pas, on met un j'aime. T'aimes pas ingénieur, mais tu aimes quoi?
Et donc, il y a une façon aussi de les faire basculer sur des choses qui pourraient leur plaire. Et la dernière chose qui est un outil que j'utilise, qui est plus un outil de synthèse, mais qui est intéressant parce qu'il leur permet de visualiser un peu leur projet. Alors attention, vous remarquerez que je ne parle pas de projet professionnel, parce que quand je lis des choses sur l'orientation de seconde, ça me fait peur. On me dit, alors il faut qu'il travaille sur son projet professionnel. Je pense que ce n'est pas censé de demander à un jeune qui a 16 ans de construire un projet professionnel. Par contre, prendre des directions si, tiens, moi l'autre jour, il y en a un qui me disait, moi ce qui m'intéresse, c'est la géopolitique. Au fur et à mesure qu'ils mûrissent, ils commencent à s'intéresser à des choses comme ça. Donc ça m'intéresse beaucoup. Tout ce qui est de l'ordre, voilà, des relations politiques, etc. Voilà, bon, c'est des choses sur lesquelles déjà ils peuvent… et vous remplissez avec lui les différentes cases les expériences clés. Ils ont peut-être fait des petits boulots, ils ont peut-être, je ne sais pas, tout ce qu'ils peuvent avoir fait en dehors de l'école, et on essaye de remplir toutes ces cases qui leur permettent d'avoir une espèce de visuel de ce sur quoi ils peuvent aller. Donc ça, c'est pour la partie d'activer les talents et essayer de comprendre les désirs en fait, de nos jeunes. La deuxième chose où vous pouvez vraiment aider, c'est de les confronter à la vraie vie. Parce que moi, j'ai beaucoup de jeunes qui arrivent en me disant qui ont des croyances. En fait, non, mais chez Ferrandi, j'en avais une l'autre jour, chez Ferrandi, on prend que des gens qui sont hyper experts en pâtisserie. Moi, j'en sais rien, pour débuter, peut-être pas. Hein. Donc, ils ont des tas de croyances comme ça. Pour faire tel métier, il faut être comme si… Et donc là, quand on est parent, on peut vraiment beaucoup les aider. Moi, je crois beaucoup dans l'utilité des stages de troisième et de seconde comme retour d'expérience, de ce qui ne m'a pas plu, de ce qui m'a étonné, de ce qui m'a plu, au contraire, etc. Donc, il peut encore donner des lignes directrices très concrètes parce que là, ils se confrontent à la réalité de l'entreprise. Ça peut vraiment… moi, j'ai une jeune qui voulait être chirurgien. Elle a fait un stage du troisième en chirurgie et elle s'est dit non, je ne peux pas faire ça. Mais par contre, l'aspect manuel me plaît, mais pour autre chose, parce que soigner les gens, le sang, tout ça. Bon, bref. Et donc, ces stages sont vraiment… hyper importants. Activez vos contacts s'il est intéressé par… être juriste, vous avez peut-être un contact de juriste que vous pouvez lui faire rencontrer et dans lequel vous pouvez l'aider. Ensuite, il y a toutes les recherches dans Internet et dans les forums des métiers. Et là, on peut les aider là-dessus quand on est parent, c'est vraiment les aider à préparer ces choses-là. J'entends des parents qui me disent « Ah, mais moi, il veut être avocat, je lui ai donné le contact d'un avocat, il ne s'est pas bougé. » Mais ce n'est pas possible qu'il se bouge quand il a 16 ans, 17 ans, qu'il prenne son téléphone en appelant un avocat tout seul. Donc, il faut vraiment, là où vous pouvez aider, c'est aider à préparer le rendez-vous. Qu'est-ce que tu as envie de poser comme question? Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce qui t'intéresse, etc. De manière à ce qu'il ne se trouve pas démuni devant l'avocat. De même sur Internet, de même dans les forums des métiers, ne lâchez pas votre jeune dans un forum des métiers sans avoir préparé ce forum, parce que ça peut avoir un contre-effet ultra stressant qui est de l'ordre de trop d'infos. Donc, qu'est-ce que tu vas aller voir? Qu'est-ce qu'il y a comme école? Qu'est-ce qui t'intéresse comme école? Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Qu'est-ce que tu vas leur demander, etc. Et à ce moment-là, il va être efficace. C'est-à-dire que vous, en fait, vous définissez le cadre. Il reste peut-être le capitaine sur la direction, mais vous les aidez à définir un cadre dans lequel ils vont se sentir plus à l'aise. Donc, il y a aussi des parents qui font tout à la place de leurs jeunes. Moi, je vous ai dit que ce qui m'anime, c'est qu'ils prennent les rênes. Donc, ce n'est pas vous qui appelez l'avocat et posez les questions à sa place, mais vous préparez le rendez-vous avec lui parce qu'ils sont trop jeunes pour arriver à faire tout ça. Mais là, vraiment, vous pouvez les aider à faire atterrir, c'est parce qu'ils viennent avec des tas de fontas, des trucs qu'on leur a dit, etc. Et à faire atterrir les choses concrètement, ce qui leur permet vraiment d'avancer dans leur réflexion. Voilà, donc en gros, ce que je voulais vous dire sur les deux dimensions sur lesquelles les parents peuvent vraiment apporter. Après, pour que ça fonctionne, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Caroline tout à l'heure sur la résonance.
parce qu'il faut arriver quand même à créer des conditions d'échange avec votre ado. Donc, j'ai réfléchi à 4 conseils que moi, je peux avoir dans ma pratique pour vous aider peut-être à créer les conditions de pouvoir faire tout ce travail avec eux. La première, c'est d'essayer d'adopter un état d'esprit positif et constructif. C'est-à-dire que tout à l'heure, Caroline expliquait que si on arrive dans les ressources à se mettre ensemble de manière positive pour construire, etc., le stress est moins là et puis on arrive vraiment à faire quelque chose d'efficace. Si vous avez une vision de son orientation qui est hyper stressée, que vous n'y croyez pas, que vous dites comment on va se projeter parce que de toute façon on ne connaît rien, que vous êtes vous-même ultra stressé autour de ça, il n'y a pas besoin de mots, comme on disait tout à l'heure, vous allez transmettre ça. Donc, si vous voulez travailler avec lui sur les réussites, par exemple, por favor, créez un moment où vous êtes avec lui, vous êtes dans un moment où vous avez du temps et vous avez un état d'esprit positif. Ça demande parfois de faire un effort, surtout en ce moment où on est dans un contexte quand même un peu compliqué. Sur les 60 000 pensées qu'on a par jour, on en a 48 000 qui sont négatives. Donc, arriver à se dire, je me mets avec lui, je construis, j'essaie d'être positif, ça procède d'une démarche volontaire. Ce n'est pas forcément évident. Et prenez du temps, ne le faites pas entre vider la vaisselle et faire les devoirs du petit parce que ça demande du temps, ça demande de créer la connexion avec lui et de prendre du temps pour l'écouter vraiment, écouter vraiment ce qu'il a à vous dire. Écouter, c'est accueillir vraiment tout ce qu'il a à dire en laissant de côté votre propre histoire, votre propre orientation, votre propre vie. On a vu de toute façon, c'est un petit peu obsolète tout ça, en oubliant aussi vos conseils, en écoutant vraiment ce qu'il a à vous dire, à quoi il pense, ce qui l'intéresse. S'il vous dit qu'il veut être sportif, ne lui dites pas mais ça va pas, il n'y a pas d'orientation par là, mais tu es bien trop vieux, mais il y a un élu sur 100 000. Peut-être que dans le sport, il y a des choses sur lesquelles il peut travailler et qui le motiveront. Dans le domaine du sport, il y a des milliards de possibilités. Donc, ne fermez pas les portes tout de suite. Il faut qu'il se sente écouté, accueilli dans ce qu'il dit, sans qu'on lui dise non, mais c'est idiot, il n'y a pas de débouché, il y a des phrases qui tuent, en fait, dans cette relation-là. Donc, créez un moment pour lui, serein, etc. Et écoutez-le vraiment. Et poser des vraies questions. Finalement, là, ce que je vous explique, c'est ce que nous, on fait en étant coach. Bon, sauf que nous, ce ne sont pas nos enfants, donc c'est plus facile parce qu'on est extérieur. Et l'idée, c'est de poser des vraies questions qui apportent de la discussion, c'est-à-dire des questions qui sont comment, qui, quoi, qui sont des questions ouvertes, on a besoin des questions ouvertes et qui nous permettent, là encore, d'engager une discussion qui est vraiment riche, avec du contenu, en respectant ce qu'il vous dit. Et encore une fois, oubliez vos conseils. Si vous allez faire ce truc-là en réfléchissant vous-même ce que vous avez envie de lui dire, vers où vous avez envie de l'emmener, vers où vous pensez qu'il devrait aller, ben vous allez pas l'écouter vraiment. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, il ne faut pas lui dire bah, tu vois, depuis que tu es petit, je trouve que tu as beaucoup de qualités dans aider les autres. Et moi, j'avais envie de te le dire parce que peut-être c'est intéressant pour toi, pour la suite. Ok, ça n'empêche pas. Mais essayez de le faire parler avec ces questions ouvertes. Et le 4e conseil, c'est de lui montrer qu'il est unique. Et lui faire confiance parce que finalement, bon, vous avez vu, vous, au début c'était stressant, puis vous avez tous plus ou moins fait un métier qui vous plaisait, donc ça marchera pour lui aussi, il a appris à marcher, il a appris à parler, ça va aller, et il est unique. C'est pas parce qu'il y a une fratrie qu'ils sont tous pareils, vous le savez très bien mieux que moi. Moi, j'entends l'autre jour un papa qui me disait mais sa sœur, elle travaillait pendant 2 heures à se mettre à faire des maths, lui, il n'y arrive pas. Bah non, il n'a pas la même capacité de concentration, puis peut-être que les maths, c'est pas son truc. Donc, il est unique. Moi, c'est ce qui m'anime dans mon métier, tous des talents, ils ont tous des envies, ça, je vous assure. Mais elles sont toutes différentes d'un enfant à l'autre. C'est aussi ce qui fait que les choses sont intéressantes. Donc, ce n'est pas forcément d'être le meilleur, ce n'est pas forcément de choisir. Je sais que le lycée français est assez
élitiste, le mieux parfois est l'ennemi du bien. C'est-à-dire c'est respecter son chemin à lui. Peut-être que lui, il sera mieux dans quelque chose qui est moins prestigieux, mais dans lequel il sera bien. Voilà, c'est respecter un peu son intégrité en ne projetant pas trop de choses qui sont en dehors de lui. Voilà, en gros, ce sont les 4 conseils que je voulais partager avec vous. Et je voulais conclure avec cette phrase qui est de Jacques Salomé, qui est que le plus beau cadeau que l'on puisse faire à son enfant, c'est pas de l'aimer, mais de lui apprendre à s'aimer. Et moi, je crois que ce travail de leur montrer leurs talents, leur montrer aussi qui ils sont, c'est un travail qu'on peut faire à partir de longtemps, c'est-à-dire pas juste à partir de la seconde ou de la troisième, parce que tout d'un coup, il faut qu'on trouve comment s'orienter. Ils ont tous beaucoup de talents et on a vu que dans le monde du travail, c'est ça qui sera leur force, de bien se connaître, de bien savoir là où ils sont forts. Et moi, ça me fend le cœur. Souvent, j'ai des jeunes qui arrivent en me disant me demandez pas ce que je fais bien, je fais tout mal. Hein. Donc, je range pas ma chambre, j'arrive pas à l'heure, je trouvais trop d'écran, je ne fais pas mes devoirs, etc. Et donc, ils perdent de vue, en gros, c'est ce truc de s'aimer. Et vous les aimez, ça, j'en suis convaincue. Donc, à ce moment-là, l'orientation, c'est très important de les éclairer positivement pour les aider à avancer sur cette première destination sans non plus trop mettre d'enjeu là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc là, je vous donne un peu des clés pour essayer en tant que parent de faire ce travail. Parfois, ce n'est pas possible parce que il vaut mieux quelqu'un d'extérieur. Et donc, moi, c'est ce que je fais dans mon métier, de faire de l'accompagnement individuel avec des sessions individuelles sur leur orientation. Donc, là, j'ai mis des périodes idéales. Hein. Pour le premier choix en seconde, c'est la fin de la troisième, le début de la seconde. Ce que j'aime beaucoup sur l'orientation plus post-bac, c'est la fin de la première, parce qu'après, il y a l'été et que je me rends compte qu'en fait, en été, ils processent ce qu'ils ont réfléchi pendant le coaching, hein, et puis ils vont chercher des choses concrètes, etc. C'est vrai que la terminale, comme Parcoursup ouvre au mois de janvier, parfois c'est un peu en crash et là, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pression, il n'y a pas beaucoup de temps pour réfléchir. On peut tout à fait faire l'accompagnement collectif. Je l'ai déjà fait sur justement réfléchir à ses talents, ses forces, etc. Et il se passe souvent des choses extraordinaires quand on a des bandes de copains sur ce qu'ils sont capables de se renvoyer en termes de talent. Ah, mais moi, je t'ai vu faire ça. Et moi, pourquoi je suis copain avec toi? C'est pour ça, pour ça, pour ça. Et donc, on peut avoir beaucoup de construction très riche en faisant du collectif sur ce sujet. Et puis, ça, c'est autre chose, mais bon, ça rentre dans le parcours aussi. Je prépare aux entretiens parce que ce n'est pas facile quand on est jeune comme ça de savoir se présenter. Par exemple, là, je suis en train de travailler avec un jeune qui doit passer un entretien pour l'Instituto de Empresas en anglais. Et c'est important de bien réfléchir et de pratiquer l'entretien. Donc ça, c'est plutôt pour les terminales. Et comme disait Caroline, on est en train de travailler sur une réflexion commune pour amener ces deux dimensions d'orientation d'outils où là on est plus dans la tête et de gestion du stress sur ce sujet-là. Voilà ce que moi je voulais vous dire. Si vous avez des questions, je ne sais pas quelle heure il est, j'ai aucune idée. Si vous avez des questions. 20h15, on est nickel. On a des remerciements encore dans les commentaires. C'est vrai que c'est très enrichissant et c'est toujours vraiment très agréable de vous entendre parler de toutes les expériences que vous avez eues en côtoyant des jeunes, des groupes de jeunes en tant que personne extérieure finalement. Et ouvrez vos micros, n'hésitez pas à envoyer des messages sur le chat. Pas de problème, on a encore peut-être 10 minutes pour répondre. Bon, ou même
en espagnol. Si vous si vous comprenez le français, mais que vous avez du mal à vous exprimer en français, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez poser aussi vos questions en espagnol. En espagnol, tout à fait. On dirait que vous avez vraiment couvert les attentes des participants, parce qu'il n'y a pas grand monde qui veut prendre la parole. Des témoignages, je sais. Alors, il y avait quand même 2-3 questions. Je remonte un petit peu dans le chat, un peu avant, mais c'était donc sur la partie du stress. Oui. Alors, est-ce qu'on aura la représentation? Oui, il faudrait que tu me l'envoies. Il y en a une sur un adolescent avec un adolescent qu'on sent est stressé, mais qui ne veut pas le reconnaître. Et qui ne le reconnaît pas. Qu'est-ce qu'on recommande? Et qui ne veut pas parler, tu vois, qui est bloqué. C'est assez délicat, en effet, hein, quand l'enfant ne veut pas communiquer, en fait. Déjà, en fait, la première chose, c'est pas de ne pas le forcer à parler, parce que peut-être il n'a pas envie de partager avec ses parents ce qui le tourmente. Et peut-être pas de mettre de mots à sa place, c'est-à-dire lui dire « Ah, tu as l'air drôlement stressé ». C'est vrai qu'ils vont souvent se mettre sur la défensive si on qualifie leur expérience à eux à leur place. Et après, ça va être un accompagnement par la présence, en fait, tout simplement. Et tout en sachant les ressources que j'ai présentées tout à l'heure, en essayant de favoriser s'il y a des opportunités pour qu'il soit en contact avec des ressources qui vont lui faire du bien et peut-être un peu le débloquer, le mettre en contact avec ces ressources-là. Il faut voir aussi, là c'est vrai que c'est un peu difficile par chat, il faut voir si l'enfant est en dépression déjà ou si c'est plus un problème de communication ou un passage à vide. C'est un petit peu difficile de répondre comme ça, mais c'est vrai qu'avec les adolescents, on a besoin de prendre des moyens détournés. Et ce n'est pas forcément les parents peut-être qui vont avoir un impact positif sur cet ado. Ça peut être un ami, ça peut être un enseignant, un encadrant, d'où l'intérêt que l'ensemble de la société connaisse les mécanismes du stress pour pouvoir restaurer la communication en fait avec cet adolescent. Ok, merci Caroline. Il y a une question aussi là pour Patricia. Donc, nous connaissons nos enfants, nous savons ce qu'ils aiment, mais le plus difficile, c'est de transformer cela en une orientation, une direction concrète, un choix, une voie. Comment faire? C'est pas magique, hein. C'est pas magique. Quand vous dites normalement ils savent ce qu'ils aiment, parfois il faut aider un peu. Je pense que il faut nourrir leur réflexion par du concret, en fait, aller chercher. Effectivement, il y a une panoplie. Si, je sais pas, il vous dit, moi j'aime beaucoup tout ce qui est, comme me disait un jeune l'autre jour, tout ce que j'entends à la télé, la géopolitique, etc. Et ben, sur ce mot de géopolitique, c'est essayer d'explorer parce que ça peut être de la gestion de conflits, ça peut être de faire une école comme Sciences Po, ça peut être de la négociation entre les pays, ça peut être de devenir ambassadeur. Donc, il y a plein de pistes et donc, je pense que c'est réfléchir avec lui à toutes les pistes qu'il y a autour. Donc, ça, vous êtes peut-être plus cultivé que lui, etc. Et puis, d'aller regarder en disant, mais ça, ambassadeur, ça serait comment? Non, ça ne me plairait pas parce que je ne sais pas quoi. Alors ça, c'est qu'est-ce qui ne te plaît pas dans cette dimension-là, etc. C'est en fait par petites touches, c'est comme si on faisait, je ne sais pas moi, un patchwork, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'ils aiment qu'on se dit, ok, mon fils, il va être comme ci ou comme ça. En plus, je pense qu'encore une fois, il va prendre une direction de quelque chose où il va se dire, tiens, on va étudier la géopolitique. Puis quand il sera à Sciences Po ou je ne sais pas où, il se dira, mais tiens, finalement, il y a ça qui m'intéresse aussi, donc je vais aller par là et je vais faire un master dans autre chose, etc. Donc, c'est juste trouver la première marche où il va étudier quelque chose qui lui plaît.
Donc, s'il aime la géopolitique, ben, essayez de vous débrouiller pour qu'il étudie la géopolitique. Et en l'occurrence, celui-là, c'est celui qui va faire un entretien à l'Institut d'Empresas. Donc voilà, il n'est pas arrivé à je vais à la Sciences Po pour des raisons qui lui sont personnelles. Mais voilà, c'est un point de départ. C'est comme faire du tricot, quoi. Il n'y a pas de magie, hein, malheureusement. Et Est-ce que tu réponds à la question? je sais, oui, enfin, pour moi, oui, mais je ne sais pas pour monsieur qui l'a posé. Je voulais juste aussi rappeler, mais je pense que si vous êtes parent de lycéens, vous le savez déjà, il y a des sites vraiment très intéressants et super complets, du style Onicep, du style Studirama aussi, qui est en train d'ouvrir là maintenant ou dans les prochains jours. Et Studirama, en fait, c'est vraiment un salon. C'est un salon virtuel de l'orientation et ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est un échange qu'on avait eu avec Madame Courant, qui est donc proviseure adjoint de la partie lycée au lycée français de Madrid depuis le Covid. Alors, avant le Covid, il y avait des salons en présentiel et on observait beaucoup d'étudiants qui s'y rendaient, mais qui n'avaient aucune idée. En fait, ils allaient de stand en stand, donc les stands les mieux faits, les plus marketés, etc., leur filaient tout un tas de brochures. Et c'est pas pour autant qu'à la fin, ils avaient enfin, ils pouvaient avoir des informations, mais c'est pas pour autant qu'ils sortaient vraiment avec une idée d'orientation. Et là, le fait que ce soit virtuel, ça permet aussi de le préparer beaucoup plus en amont. Et donc, le conseil qu'elle nous donnait, c'était pour les parents de ne pas hésiter à visiter ces salons ensemble, évidemment, et d'essayer déjà de faire un parcours à l'avance, un petit peu, des stands qu'on voulait visiter virtuellement. Mais voilà, donc Studirama, c'est bientôt. Et je crois que c'est un salon qui regroupe. Et bon, voilà, après le lycée, sur la page web du lycée, il y a toute une page qui est dédiée à l'orientation aussi. Et ça permet un peu d'avoir des idées techniquement sur les filières en fait qui existent. Et pour compléter ce que tu dis, Julie, pour moi, c'est vrai pour les forums qui sont en présentiel ou en distanciel, c'est hyper important de préparer ça, d'avoir une stratégie. Pour moi, c'est 80% du succès, de préparer justement ce parcours. Pourquoi je vais demander cette école, qui regarde éventuellement un peu avant, etc., qui soit nourrie avant, parce que sinon, ça fait un contre-effet. C'est-à-dire que soit ça leur donne aucune idée, soit il y en a que ça panique totalement en disant mais moi, je ne suis pas capable d'avancer, etc. Donc, faut vraiment, là, on peut vraiment les accompagner là-dessus. Ok. Ben, il est bientôt 8h30, donc on a rempli notre contrat de 2 fois 1 heure. Et si vous n'avez pas plus de questions, de toute façon, donc je répète, hein, là, vous avez les contacts de Patricia, on a eu les contacts de Caroline avant, on mettra tout ça sur notre page web, c'est dans la partie, dans le home, donc vous le trouverez très rapidement. De toute façon, moi, je reprendrai tous les emails des gens qui se sont inscrits à la conférence et on enverra aussi un petit email de rappel. Et voilà, et n'hésitez pas à nous écrire aussi pour nous donner des idées de conférences. Il y a des informations que vous souhaitez enfin pas des informations, mais si vous avez des idées de webinaires que vous avez envie qu'on mette en place et tout ça, on est à l'APA, on est là pour ça un petit peu, donc vous n'hésitez pas à nous écrire. Et voilà, je pense que s'il n'y a pas plus de questions, on s'arrête ici peut-être. Merci beaucoup. Merci Julie de nous avoir permis de faire cette conférence. Merci à vous, hein, vraiment. C'est vraiment des webinaires de très grande qualité, je pense, comme on en a rarement fait. Donc, vraiment, merci. Je m'excuse pour le bruit derrière moi. C'est l'heure d'aller faire manger les enfants. En tout cas, moi, je vous laisse. Et s'il y a des questions qui ressortent, vous êtes en… Non, mais je pense qu'on va arrêter. On arrête. Bon, ouais. D'accord. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.